Elle croyait avoir trouvé l'amour. Mais l'homme qu'elle allait épouser a payé pour sa mort, et l'a laissé mourir dans le désert. Ce qu'il ignorait? Elle a survécu. Et maintenant, elle revient point le soleil frappait fort sur la terre sèche. La poussière soulevée par les roues grinçantes du chariot de la famille Dubois collait à la peau. Camille, 17 ans, tenait son chapeau contre sa poitrine. Elle regardait l'horizon. Rien que des rochers, des buissons brûlés par le vent chaud, et un ciel trop bleu. À côté d'elle, Bastien Morel, son fiancé, souriait. Il avait des yeux gris et froids, des mains propres et un ton rassurant. « Bientôt, ma chère Camille, tu n'auras plus besoin de te salir les mains, » disait-il. « Le nouveau domaine sera à nous. » Elle répondit par un petit sourire. Elle aimait pourtant la terre. Le travail dur, la sueur, les bêtes. Son père, Jean Dubois, le répétait toujours, « Ce pays ne nous appartient pas. On vit avec, pas contre. » À l'avant du chariot, Jean tenait les rênes. À ses côtés, sa femme Marie regardait le paysage avec calme. Camille était leur unique enfant. Ils avaient vendu leur petite ferme pour un terrain plus fertile à l'est. Ils croyaient à un nouveau départ. Tout bascula en un instant. Un bruit sec déchira l'air. Le bœuf de tête s'effondra. Le chariot s'arrêta brusquement. Avant que quelqu'un ne parle, d'autres coups retentirent. Des hommes surgirent derrière les rochers, le visage couvert de foulard. Des tirs. Des cris. Le sang. Camille vit sa mère s'écrouler sur son père. Elle cria. Jean tenta de prendre son fusil. Une balle le frappa en pleine poitrine. Camille se jeta au fond du chariot, les oreilles bourdonnantes. Bastien l'attrapa par le bras. « Reste couché » murmura-t-il. Il tremblait. Mais quelque chose sonnait faux dans sa voix. Un des bandits, grand et sale, arracha la toile du chariot. Il ricana. Son regard se posa sur Camille. Il appela ses hommes. Bastien se leva lentement. « Prenez ce que vous voulez. Laissez-nous la vie. » Sa voix tremblait, mais ses yeux restaient étrangement calmes. Le bandit sourit. Puis, lentement, il jeta un petit sac à Bastien. Des pièces sonnèrent. Bastien les attrapa, sans un mot. Camille, blessée au flanc, à moitié consciente, vit tout. Et comprit. Bastien les avait livrés. Une douleur sourde battait dans le ventre de Camille. Chaque respiration brûlait. Elle ouvrit les yeux avec peine. Le soleil était haut, cruel, implacable. Sa peau était couverte de poussière et de sueur séchée. Ses lèvres étaient fendues. Le goût du sang couvrait sa langue. Autour d'elle, le silence. Pas de voix, pas de roue, pas de vent. Juste le craquement des mouches qui tournaient autour des cadavres. Elle tourna la tête. Son père gisait à quelques pas. Son regard vide fixait le ciel. Sa mère, en partie couverte d'un tissu, ne bougeait plus. Le chariot était renversé. Le bois brisé. Le cheval avait disparu. Elle tenta de se redresser. Une douleur aiguë la traversa. Un gémissement rauque s'échappa de sa gorge. Une tache rouge s'étalait sur sa robe, près des côtes. Elle posa la main dessus. Ses doigts tremblaient. Elle allait mourir ici. Abandonnée. Trahie. En silence. Camille laissa retomber sa tête sur le sol chaud. La lumière vibrait. Des ombres dansaient. Son souffle devenait plus court. Ses paupières lourdes. Le désert allait la prendre. Mais alors, quelque chose bougea. Une silhouette. Silencieuse. Grande. Immobile. Camille cligna des yeux. Était-ce un mirage? L'homme portait des mocassins usés, des habits de cuir finement cousus. Sa peau avait la teinte du cuivre. Ses cheveux noirs, longs, attachés simplement. Une cicatrice barrait son sourcil gauche. Il ne parlait pas. Il ne bougeait pas. Elle sentit la peur remonter en elle, plus forte que la douleur. C'était un Apache. Depuis l'enfance, on lui avait parlé de ces hommes comme des ennemis. Des sauvages. Des tueurs. Elle voulut crier, mais sa gorge était trop sèche. Elle murmura seulement, « S'il vous plaît ». L'homme s'approcha lentement. Son visage restait impassible. Il s'agenouilla. Ses gestes étaient calmes. Il posa 2 doigts sur le cou de Camille. Il cherchait son pouls. Puis il observa sa blessure. Un froncement de sourcils. Il ne semblait pas surpris. Ni ému. Il détacha une gourde de son épaule. Il souleva doucement sa tête et versa quelques gouttes d'eau dans sa bouche. Camille sentit le liquide descendre dans sa gorge. C'était la chose la plus précieuse qu'on lui ait jamais donnée. Le jour se leva sur un désert silencieux. Camille ouvrit les yeux. La douleur était toujours là, mais plus lointaine. Elle se trouvait à l'ombre d'un grand rocher. Le soleil n'avait pas encore tout repris. L'Apache était assis à quelques pas. Il attachait un morceau de cuir sur son bras blessé. Il travaillait lentement, avec méthode. À côté de lui, il avait posé des racines, des feuilles sèches et une petite pierre plate. Il broyait les plantes entre ses doigts, en silence.
Il ne l'avait pas abandonné. Camille tenta de parler, mais sa voix ne sortit pas. Elle bougea légèrement. Il leva les yeux, la regarda un moment, puis se leva. Il s'approcha et lui tendit un petit morceau de viande séchée. Elle hésita. Mais la faim était plus forte. Elle le prit. Il hocha lentement la tête. Pas un mot. Pas un sourire. Juste un regard, calme et solide. Il l'aida ensuite à boire. Quelques gorgées seulement. Puis il nettoya sa blessure. L'odeur des herbes écrasées était forte. Le contact de ses mains était sec, mais pas brutal. Camille grimaça, mais elle ne cria pas. Le temps passait sans qu'elle puisse le mesurer. Le soleil se levait, tombait, revenait. L'Apache, elle ne connaissait toujours pas son nom, la portait parfois sur son dos, parfois dans ses bras. Il marchait longtemps, sans plainte. Quand le soleil était trop dur, il la posait à l'ombre d'un arbre mort ou derrière une pierre. Il traçait des cercles autour d'eux, vérifiant chaque son, chaque trace. Une nuit, ils partagèrent un feu minuscule, presque invisible. Il lui tendit un fruit coupé en deux. Elle murmura « Merci ». Il répondit par un seul mot qu'elle ne comprit pas. Il le répéta lentement. Elle le répéta aussi. Il hocha la tête. Ce fut leur premier échange. Les jours passaient. Elle apprit le mot pour eau, puis pour repos, puis pour danger. Il montrait, elle répétait. Il observait, elle imitait. Elle comprit que ses gestes voulaient dire protection, non menace. Il l'éloignait des serpents, des puits secs, des cris lointains. Peu à peu, la peur s'effaçait. Elle comprenait. Il ne voulait pas la tuer. Il voulait qu'elle vive. Ils avaient trouvé refuge dans une vieille cabane de pierre, abandonnée, au fond d'un petit canyon. Le toit était en partie effondré, mais l'intérieur offrait de l'ombre et un peu de fraîcheur. Camille dormait sur un lit de feuilles sèches. La douleur dans son flanc s'était calmée, mais restait vive. Takoda, toujours silencieux, vérifiait ses pièges non loin. Il revenait chaque soir avec quelque chose, un lapin, des racines, parfois juste du silence. Ce matin-là, pendant qu'il était dehors, Camille balaya doucement un coin de la pièce avec une branche. Elle voulait juste nettoyer un peu, occuper ses mains. Mais son pied heurta un objet dur sous la poussière. C'était une sacoche en cuir, ancienne, mais de bonne qualité. Intriguée, elle l'ouvrit. À l'intérieur, une flasque vide, une carte déchirée, et des papiers pliés. Elle reconnut tout de suite l'écriture. Bastien. Ses mains tremblaient. La première lettre parlait d'amour. Des mots vides, des phrases bien tournées, des promesses. Mais la deuxième, portait un autre nom. À Monsieur Carrel. Le paiement final sera effectué une fois le travail terminé. Aucun survivant. La fille en particulier ne doit pas parler. Avec sa mort, le terrain me revient. Camille sentit sa gorge se nouer. Elle relut les mots encore et encore. Bastien avait payé pour qu'elle meure. Quand Takoda revint, elle lui tendit la lettre, sans un mot. Il s'assit lentement, la lut jusqu'au bout. Son visage resta fermé, mais ses poings se serrèrent. Lui aussi, dit-il enfin, d'une voix grave. Ils ont tué mon frère. Il leva les yeux vers elle. Dans son regard, elle ne vit ni pitié, ni surprise. Juste la même douleur que la sienne. Une douleur profonde, ancienne, qui ne s'efface pas. Elle comprit alors qu'il portait la même blessure. Elle ne parla pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle posa la lettre sur le feu. Les flammes la dévorèrent. Takoda la regarda faire, puis hocha la tête. Un seul mouvement. Un seul accord. Ils avaient un ennemi commun. Ils avaient maintenant une raison commune. Les jours suivants furent durs. Le corps de Camille était faible. Elle avait encore du mal à marcher droit. Mais quelque chose en elle avait changé. Elle ne voulait plus seulement survivre. Elle voulait comprendre. Apprendre. Se défendre. Takoda le vit dans ses yeux. Il commença sans parole, comme toujours. Un matin, il lui tendit un petit couteau. Fin, léger, aiguisé. Elle le prit. Il la guida dans un geste simple, tranché, visé, reculé. Elle répéta. Encore. Encore. Ses bras tremblaient. Son souffle devenait court. Mais elle tenait. Puis vinrent les leçons silencieuses. Il traçait des signes sur le sol. Une empreinte d'animal. Une branche cassée. Une plume accrochée à un buisson. Il lui montrait. Elle devait deviner. Observer. Réfléchir. Au début, elle ne voyait rien. Mais chaque jour, ses yeux devenaient plus attentifs. Takoda l'emmenait au lever du soleil. Il marchait lentement, sans bruit. Il lui apprenait à poser les pieds avec souplesse, à éviter les pierres qui roulent, les brindilles qui craquent. Il lui apprenait à écouter. Le vent. Les oiseaux. Le silence. Il parlait peu. Un mot suffisait. Regarde. Écoute. Stop. Camille prenait tout. Comme une éponge. Comme une élève affamée.
Un soir, il l'emmena chasser. Il posa un piège, puis lui fit signe de le reproduire. Elle copia ses gestes, les doigts encore maladroits. Mais le piège tenait. Takoda hocha doucement la tête. C'était sa façon de dire bravo. Camille apprit à faire du feu sans allumette. À reconnaître les plantes qu'il fallait éviter. À boire l'eau cachée sous les racines. À tailler un bout de bois pour le transformer en flèche. Elle tomba. Elle rata. Elle saigna. Mais elle recommença. Le désert ne la plaignait pas. Takoda non plus. Et elle ne se plaignait plus. À la fin de la semaine, elle se déplaçait comme une ombre. Ses gestes étaient courts. Précis. Elle ne regardait plus le sol. Elle le lisait. La jeune fille perdue dans le sable avait laissé place à une autre Camille. Une qui savait attendre. Se taire. Voir venir. Le vent soufflait doucement entre les rochers. La nuit était claire. Les étoiles semblaient proches, comme si on pouvait les toucher. Camille et Takoda étaient assis près du feu. Une flamme basse, prudente, presque timide. Le silence durait. Un silence lourd, mais pas froid. Ils partageaient un peu de viande séchée, quelques racines bouillies. Ils n'avaient pas besoin de parler. Mais ce soir-là, Takoda parla. Sa voix était grave, lente, comme s'il tirait chaque mot d'un puits profond. Mon frère s'appelait Tansi. Il était plus jeune que moi. Curieux. Trop curieux. Il voulait comprendre le monde des hommes blancs. Il parlait leur langue. Il leur faisait confiance. Il regardait les flammes, pas Camille. Ils l'ont accusé d'avoir volé des chevaux. C'était faux. C'étaient les siens. Il les avait élevés. Mais il voulait son terrain. Son eau. Alors ils l'ont pendu. Camille sentit sa gorge se serrer. Takoda se frotta le bras, là où une vieille cicatrice déformait la peau. Je n'étais pas là. J'étais parti chasser. Il m'avait supplié de rester. Mais je me suis moqué de lui. Je croyais qu'il rêvait trop. Il marqua une pause. Quand je suis revenu, il était déjà mort. Il ne pleurait pas. Mais son regard brillait. Camille, sans réfléchir, tendit la main. Elle toucha doucement la cicatrice. Un simple geste. Elle n'avait pas les mots. Mais il n'en fallait pas. Takoda laissa sa main là, un instant. Puis il baissa les yeux. Il ne recula pas. Il ne bougea pas. Le feu entre eux crépitait doucement. Ce n'était pas un moment d'amour. C'était un moment de vérité. Deux êtres abîmés, qui portaient chacun une plaie différente, mais égale. Camille retira sa main. Elle regarda les flammes. Elle pensa à son père, à sa mère, à Bastia. À ce qu'on lui avait pris. Et à ce qu'elle devenait. Takoda brisa le silence une dernière fois. Nous sommes deux. Contre eux. Elle répondit simplement. Oui. Deux. La ville de Clémentine semblait surgir de la poussière elle-même. Des bâtiments en bois brut, des tentes sales, des chevaux attachés n'importe où. L'air sentait la sueur, l'alcool, la boue. Camille se tenait à l'entrée de la rue principale. Elle portait une robe noire trouvée dans les restes du chariot de sa mère. Un voile sombre couvrait son visage. Elle marchait lentement, les épaules basses. Personne ne lui prêtait attention. Les veuves étaient nombreuses dans une ville comme celle-ci. Au sommet de la colline, caché derrière des rochers, Takoda observait. Il ne pouvait pas entrer. Son visage seul valait une corde. C'était donc à Camille d'entrer dans la gueule du loup. Elle entra dans le saloon principal, le plus bruyant, le plus rempli. Un piano jouait faux, des hommes riaient fort, des cartes volaient. Camille avança sans un mot. Son cœur battait si fort qu'elle le sentait dans ses oreilles. Puis elle les vit. Bastien, assis avec un verre à la main. Toujours aussi élégant, toujours aussi sûr de lui. À côté de lui, un homme grand, sale, aux dents jaunes et à la barbe en désordre. Karel, sans doute. Le même que dans la lettre. Il parlait bas. Camille s'assit à une table vide, à quelques mètres. Elle garda la tête baissée, le voile bien en place. Mais elle écoutait. Le terrain est officiellement à mon nom maintenant, disait Bastien. Personne ne pourra me l'enlever. Karel grogna. Et la fille? Morte, répondit Bastien. Enterrée par le désert. Camille serra les poings sous la table. Le mensonge. Le calme. L'arrogance. Je veux ma part, dit Karel. Et les lettres? Tu devais les brûler. Elles sont en sécurité, répondit Bastien. Mais elles disparaîtront bientôt. Camille se leva lentement. Son regard croisa, un instant, celui du serveur. Il ne dit rien. Elle fit tomber un verre exprès. Le bruit fit tourner quelques têtes. Bastien ne bougea pas. Elle se rapprocha. Encore quelques secondes. Le piège allait se refermer. Le vent s'était levé sur Clémentine. Depuis les collines, Takoda observait les rues, ses yeux fixés sur l'arrière du saloon. Il bougea sans bruit, comme une ombre. Près de l'écurie, il ouvrit doucement le loquet d'un enclos. Les chevaux,
nerveux, reniflèrent l'air. Puis il alluma une mèche discrète et recula dans la poussière. Une seconde de silence. Puis le chaos. Les chevaux jaillirent de l'enclos, paniqués. Ils galopèrent dans la rue, renversant tonneaux et bancs. Des cris éclatèrent. Puis, le feu, une flamme discrète sur un tas de chiffons graissés monta d'un coup le long d'un mur en bois. À l'intérieur du saloon, l'ambiance se brisa. Une première clameur monta. Camille se leva. Lentement. Puis elle ôta son voile. Bastien leva les yeux. Son visage pâlit. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. Elle était vivante. La fille qui l'avait condamnée était là. Debout. Devant lui. Car elle, plus rapide, comprit la situation. Il renversa la table d'un coup de bras, tira son arme. C'est elle, hurla-t-il. Tu l'as. Camille n'attendit pas. Elle plongea sur le côté, évitant le premier tir. Le coup de feu explosa contre le mur derrière elle. Des cris fusèrent. Les clients se levèrent, paniqués. Camille roula au sol, tira le petit couteau caché dans sa ceinture. Elle se redressa. Car elle courait vers elle. Elle se décala d'un pas, planta la lame dans son bras tendu. Il hurla. Elle recula. Son cœur battait vite, mais son regard était clair. C'est alors que la porte arrière s'ouvrit. Takoda entra dans la fumée, silencieux comme une bête en chasse. Un arc tendu dans ses mains. La première flèche siffla et frappa l'épaule d'un des complices de Karel. L'homme tomba contre le comptoir. Le feu se rapprochait. Le saloon était devenu un champ de bataille. Bastien tentait de ramper vers la sortie. Camille le vit. Elle n'était plus la jeune fille du chariot. Elle était une survivante. Une femme qui savait frapper. Et il allait comprendre ce que cela voulait dire. Le saloon n'était plus qu'un brouillard de fumée, de cris et de flammes. Camille se tenait debout au milieu du chaos. Son voile noir gisait à ses pieds. Le couteau dans sa main brillait à la lumière tremblante. Devant elle, Bastien rampait au sol, le visage couvert de sueur, les mains tremblantes. Tu es morte, balbutia-t-il. Tu devais être morte. Camille s'approcha, lente, calme. Elle posa le bout du couteau contre sa gorge. Le désert m'a laissé vivre. Et maintenant, c'est toi qui vas répondre. Autour d'eux, les clients du saloon s'étaient figés. Tous regardaient. Takoda couvrait la pièce d'un regard silencieux, l'arc toujours prêt. Camille fouilla dans son manteau. Elle sortit une feuille sale, froissée, mais lisible. La lettre. Elle la leva bien haut. Écoutez tous. Ceci est une lettre écrite de la main de Bastien Morel. Il y ordonne le meurtre de mes parents. De moi. Pour voler nos terres. Un homme siffla. Une femme posa sa main sur sa bouche. La porte principale s'ouvrit violemment. Le shérif Martin, grand, usé, moustache grise, entra avec 2 adjoints. Que personne ne bouge, hurla-t-il. Camille se tourna vers lui. Shérif, cet homme a payé pour tuer une famille entière. Voilà la preuve. Elle tendit la lettre. Le shérif la prit, la lut lentement. Son visage changea. D'abord dur, puis choqué. Il leva les yeux vers Bastien. Bastien secoua la tête. Ce n'est pas moi. Elle ment. Elle est folle. Une voix grave coupa net ses mensonges. Karel, le bras en sang, adossé au mur, ria amèrement. Laisse tomber, Morel. C'est fini. Tu as tout payé. Chaque balle. Chaque mort. Tu voulais tout avoir. Tu n'auras rien. Un silence lourd tomba. Le shérif rangea la lettre dans sa poche. Bastien Morel, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre, tentative de meurtre et conspiration. Les adjoints s'approchèrent. Bastien ne se débattit pas. Il était pâle comme un linge. Cassé. Camille le regarda. Il ne restait plus rien de l'homme qu'elle avait connu. Elle releva la tête. Elle n'était plus une victime. Elle était la voix de la vérité. Le vent soufflait doucement sur la vallée. Camille descendit lentement de cheval. Devant elle, les terres de ses parents s'étendaient, calmes et silencieuses. L'herbe était sèche, les collines baignées de lumière. Rien n'avait changé. Et pourtant, tout était différent. À ses côtés, Takoda observait sans rien dire. Il tenait la bride de son propre cheval, son regard perdu dans le lointain. Ni lui ni elle ne parlaient. Il n'avait pas besoin de mots. Le procès avait été rapide. Les preuves étaient solides. Bastien avait été condamné. Car elle aussi. Le nom des Dubois avait été lavé. Mais rien ne pouvait ramener les morts. Camille s'approcha de l'ancien puits. Le bois craquait encore. Elle y laissa tomber une pierre. Le son de l'eau lui répondit, loin en bas. Elle s'agenouilla. Elle posa une main sur la terre, doucement, comme sur une tombe. Papa? Maman? Takoda s'approcha. Il s'arrêta à quelques pas. Il respectait ses silences. Ses larmes aussi. Camille se releva. Elle essuya ses mains sur sa robe.
Je vais reconstruire, dit-elle simplement. Je vais rester ici. Takoda hocha la tête. Il ne lui demanda pas si elle voulait qu'il parte. Elle ne lui demanda pas s'il voulait rester. Il savait déjà la réponse. Ils avaient traversé ensemble la peur, la douleur, la colère. Ce qu'il restait maintenant, c'était une terre nue, une promesse silencieuse, et un feu intérieur qui ne brûlait plus pour détruire, mais pour vivre. Pas encore des amants. Mais plus des étrangers. Compagnons d'armes. Camille marcha jusqu'à un petit arbre tordu, à l'écart. Elle posa sous ses racines la lame qui l'avait protégée. Elle ne voulait plus se battre. Pas aujourd'hui. Elle ferma les yeux. Écouta le vent. Elle avait survécu au désert. Elle avait affronté la trahison. Et elle s'était relevée. Là, sur cette terre rouge et dure, elle n'avait pas trouvé la paix. Mais elle avait trouvé quelque chose qui y ressemblait. Une seconde chance. Crois-tu que la vraie force naît de la douleur surmontée? Écris-le en commentaire. Et si cette histoire t'a touché, abonne-toi, aime la vidéo et partage-la avec quelqu'un qui croit encore en la justice du cœur.